Salut à tous, c'est Carnage Boy et aujourd'hui on se retrouve pour mon top 10 de mes épisodes préférés de la saison 6 de Rick et Morty. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que ce top est entièrement subjectif. Quand je mets tel épisode avant tel épisode, je dis pas forcément que l'épisode est meilleur, juste que je l'ai davantage apprécié. Donc c'est vraiment uniquement mon avis. Et d'ailleurs, je vous invite à donner le vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas à m'écrire quels sont vos 10 épisodes de la saison 6 de Rick et Morty préférés. Et évidemment, il y aura des spoilers sur l'ensemble de la série. On commence tout de suite, c'est parti. Numéro 10, Solarix, le premier épisode de la saison, qui suit directement le dernier épisode de la saison 5. Donc on y retrouve Rick et Morty qui, après la destruction de la citadelle, sont bloqués dans l'espace avec le pistoportail cassé et ne sachant pas comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Donc, bon, évidemment, c'est Rick et Morty, donc à chaque fois qui nous montre un truc épique, forcément juste après, c'est gâché en blague. Donc le fait que évidemment cet épisode n'échappe pas à la règle, tout le suspense autour de la fin de la saison 5 de Rick et Morty est gâché dès l'intro. C'est-à-dire que ils sont sauvés par Bess de l'espace. C'était pas une surprise pour moi, qui gâche volontairement tout le suspense qu'ils avaient mis en place. C'est une des caractéristiques de Rick et Morty. Mais quand même, ça m'avait déçu parce que j'avais été tellement à fond sur la fin de la saison 5 que la voir être gâchée dès le tout début pour ensuite lancer une autre intrigue, ça me déçoit. Je veux dire, au moins au début de la saison 3, certes, dès le premier épisode, dans la saison 3, d'accord, dès le premier épisode, Rick s'échappe, mais au moins, il faut tout l'épisode pour que ça soit accompli. Là où dans la saison 6, c'est avant même le générique. Donc bon, c'est pas surprenant de la part de Rick et Morty, mais quand même, ça m'a déçu. Je m'attendais quand même à ce qu'il fasse au moins un petit effort pour vraiment mettre une conclusion. Et en plus de gâcher cette fin épique, je veux dire, ils participent eux-mêmes à la règle du suspense, vu que la scène post-générique, c'est une scène cliché où tu vois le Rick suprême en mode nouveau méchant badass. Donc dans une scène soi-disant épique. Donc ils font exactement ce qu'ils parodiaient avant, ce que je trouve quand même assez ridicule. Et en plus, pour moi, l'épisode est beaucoup trop court. Enfin, j'ai vraiment pas vu ce qui se passait. Tout ce qu'ils font, c'est ils changent de dimension, mais ils ont oublié quelqu'un, du coup ils vont le chercher, mais ils en ont pris un d'une autre dimension. Morty est coincé avec un Jerry en mode survivant. Et vraiment, il ne se passe rien pendant ces 20 minutes. Enfin, si, il se passe quelque chose. Mais je veux dire, l'action n'évolue jamais concrètement. C'est juste, il voyage, c'est tout. Voilà quoi. Évidemment, je vais pas détester parce que c'est Rick et Morty et je pense que je détesterai jamais Rick et Morty. Mais voilà quoi. Cet épisode d'introduction m'a un peu déçu, mais heureusement, la suite sera là pour me consoler. Numéro 9, Jurixic morte, excusez-moi. Là, c'est un épisode où on découvre que les dinosaures étaient les dirigeants de la Terre et que c'était des êtres ultra intelligents qui protègent toutes les planètes sur lesquelles ils ont habité. Donc ils ne sont pas éteints et du coup ils reviennent sur la Terre pour la protéger et permettre ainsi à ses habitants de ne plus rien faire. Alors
le concept de l'épisode était intéressant, de montrer pour une fois que les dinosaures, pour une fois montrer les dinosaures pas comme des monstres stupides et qui pensent qu'à bouffer, mais comme des êtres sages, courtois, intelligents, ultra développés et qui protègent les mondes sur lesquels ils voyagent. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne idée d'en faire des gentils et en plus des gentils ultra développés. Et aussi pour une fois, Rick et Morty affrontent des personnages qui sont des gentils jusqu'au bout. C'est-à-dire que les dinosaures, il n'y a pas eu d'ambiguïté. On a dit jusqu'au bout que c'était des gentils. Tout ce qu'ils ont fait, c'était toujours uniquement pour protéger la Terre. Il y avait jamais d'autres pensées. Et même à la fin, d'ailleurs, il reste des gentils. Et les seuls vrais connards dans l'histoire, bah, c'est les terriens. Et d'ailleurs, la fin est intéressante parce qu'à la fin, du coup, les terriens chassent les dinosaures et reprennent leur vie. Ils reprennent avec le plus grand bonheur leur vie d'avant, même tous les problèmes qui vont avec. Même ça, ils le reprennent avec le plus grand bonheur. Donc d'un côté, c'était intéressant de montrer que les terriens acceptaient de retravailler, de reprendre leur vie difficile d'avant, même les éléments négatifs. Même s'ils la reprenaient pas vraiment par choix, ils la reprenaient surtout parce que ils avaient chassé les dinosaures, parce que ces derniers attiraient une météorite sur la Terre, et du coup sans eux ils étaient forcés de recommencer le travail. Mais d'un autre côté, alors que les dinosaures ont tout fait uniquement pour leur bien, quand ils se rendent compte qu'une météorite se dirige vers eux, ils les chassent sans aucune pitié. Donc sous les deux angles, les terriens dans l'histoire sont des connards jusqu'au bout, parce qu'ils ne reprennent pas le travail, et la vie dure par philosophie. Ils la reprennent parce que ils ont chassé les dinosaures à cause de la météorite, et du coup sans dinosaures pour veiller sur eux, ils en sont obligés. Et de l'autre, alors que les dinosaures ont toujours pensé bien faire, même quand ils prennent la décision de partir alors que ça leur coûte pour sauver les terriens, au lieu de les remercier de faire cet effort, les terriens sont très désagréables et fêtent leur départ, pardon. Donc c'était un élément intéressant, mais encore une fois, par ça, je trouve qu'ils auraient pu aller un peu plus loin, parce qu'avec ce concept, ils auraient pu quand même faire beaucoup plus de choses que juste les dinosaures sont très intelligents et ils gouvernent la Terre d'une façon très pacifique, mais les humains commencent à s'ennuyer de ne plus rien faire. Voilà, c'était un bon épisode, mais ils auraient quand même pu un peu plus le développer. Après, reste à savoir si mon ami l'aventurier masqué aimera cet épisode ou pas, même si je pense que oui. Numéro 8, une mort bien vécue. Alors là, une nouvelle fois, on se plonge dans l'univers du jeu Roy, où on suit Roy, donc un homme banal et sa vie du début jusqu'à la fin, donc dans un jeu de réalité virtuelle hyper réaliste. Et donc là, Rick et Morty sont piégés dans le jeu tandis que Rick trouve son avatar dans le corps de Roy, Morty trouve son avatar dans tous les personnages du jeu, ce qui fait que son corps est disséminé en plusieurs parties. Tandis que Summer affronte des terroristes façon piège de cristal. Alors l'épisode était vraiment bien fait, même si ça date pas d'hier, l'idée de montrer Rick et Morty sous différents corps.
là montrer le corps de Morty divisé en plusieurs parties, ce qui fait que que chaque personnage du jeu, à part Roy, était une part de Morty, qui avait sa propre personnalité mortiesque. Je trouvais ça intéressant, et ça créait même des situations amusantes, genre quand Morty prend l'apparence d'une femme ou d'un père de famille, ou même d'un vieux, ou d'une grand-mère encore, c'était amusant. Et de l'autre côté, Summer qui combat des terroristes façon piège de cristal. Bah voilà, ça aussi, c'est toujours le fun, la violence décomplexée de Rick et Morty, qui fait toujours plaisir. Donc c'était un épisode sympa, mais un truc qui m'avait déçu dans cet épisode, c'est qu'on nous confirmait que Rick redevenait le connard des premières saisons. Alors qu'à la fin de la saison 5, il se rendait compte de à quel point il était méchant avec Morty, que la fin avait fait suggérer qu'il allait redevenir gentil avec Morty. Bah là, ça y est, il redevient le connard égoïste qu'il était au début, et dans la saison, il ne sera vraiment gentil que quelques fois. Alors évidemment, c'est ce qui nous plaît chez Rick, son caractère autodestructeur, le fait qu'il n'hésite pas à mettre son petit-fils en danger de mort pour des choses complètement débiles. Mais voilà, ça m'avait quand même déçu, le fait qu'on revienne là-dessus. Mais de l'autre, c'était intéressant parce qu'on posait la question: est-ce que on peut laisser crever quelques personnages du jeu vidéo, sachant que ce sont que des parties infimes de Morty? Est-ce que, comme elles font partie de Morty, ces parties peuvent être considérées comme des êtres vivants? C'était intéressant, et évidemment, c'était toujours marrant. C'est toujours marrant de voir Summer en mode badass, et cette fois pas en mode Mad Max, mais en mode piège de cristal, c'est encore plus fun. Numéro 7, Basic Instinct. Donc là, Bess commence à tomber amoureuse de Bess de l'espace, au point qu'elle commence à avoir une liaison. Toute la famille s'en rend compte. Morty et Summer, à part Jerry évidemment, qui est toujours aussi bête. Morty et Summer évidemment sont horriblement dégoûtés. Rick s'en fiche, mais Jerry, lui, toujours aussi débile, il ne se rend compte de rien jusqu'à la fin. Donc vraiment, cet épisode était juste incroyablement fun, parce que au début, on montre la relation entre Bess et Bess de l'espace comme une vraie relation adultère, des comédies romantiques, c'est-à-dire ou des films dramatiques, c'est-à-dire la relation dont le personnage a honte, mais dont il peut pas mais qu'il kiffe parce qu'elle est beaucoup plus érotique que celle avec son époux. Et on te pose même une question de est-ce que ça peut être vraiment considéré comme de l'adultère, étant donné que Bess couche avec une autre version d'elle-même. Et d'ailleurs, si Bess couche avec une autre version d'elle-même, serait quoi au juste sa sexualité autosexuelle? Déjà c'était hyper drôle, parce que évidemment, tu te retrouveras jamais dans ce genre de situation, et te montrer cette situation, ça la rend encore plus drôle. Et ensuite l'épisode est juste encore plus fun, parce que d'un côté t'es hyper dégoûté quand tu penses qu'en fait Bess est tellement centrée sur elle-même qu'elle couche avec une autre version d'elle-même, qui la séduit parce qu'elle est plus indépendante et libre. Mais donc d'un côté, et d'ailleurs tu sais pas si c'est
si c'est sain ou hyper malsain. Moi, je trouvais ça hyper malsain, tellement ça me mettait mal à l'aise de voir ça, mais un malaise dans le genre je me tape des barres parce que je me dis mais où est-ce qu'ils vont chercher ça, c'est pas possible. Et aussi les réactions de Morty et Summer sont vraiment drôles. Summer est traumatisé, mais Morty, comme il a l'expérience des choses les plus dégoûtantes, il décide de faire son cynique, même si au bout d'un moment il peut pas cacher son dégoût. Rick est dans son je m'en foutisme habituel, et Jerry se rend compte de rien jusqu'à la fin, où il a la réaction la plus intelligente, et une réaction qui est étonnamment intelligente venant de lui, c'est que il tolère ça. Et automatiquement, ça devient moins excitant pour Bess. Parce que un des trucs les plus excitants dans l'adultère, c'est que c'est interdit, qu'on en fera une règle. Mais quand on l'autorise, c'est beaucoup moins excitant. Et Jerry en profite pour finalement faire un plan à 3 avec les deux Bess. Et donc, déjà, c'est hilarant, tellement d'un côté c'est malsain, et tellement ils vont tellement loin dans leur délire. Et aussi, étonnamment, Jerry s'est vraiment montré intelligent, parce que le choc passé, il a trouvé un moyen de se servir de la situation pour se faire un plan à 3. Donc, mais c'est juste hilarant. D'un côté, c'est tellement obscène, et d'un autre, la situation est tellement drôle, tellement elle est absurde. Le seul reproche que je fais à l'épisode, c'est que il a qu'une seule intrigue. Et c'est aussi un des problèmes des dernières saisons de Rick et Morty, parce que avant dans les premières saisons, il y avait toujours deux intrigues différentes qui se rejoignaient à la fin. Là, il y en a qu'une seule. Elle était très drôle, mais ils auraient peut-être pu mettre une autre intrigue tout aussi loufoque et la relier à celle-là, ça aurait été encore plus drôle. Mais malgré tout, je me suis tapé des barres tellement c'était malsain et volontairement grotesque. Numéro 6, le héros aux 1001 Ricks. Donc là, Rick et Morty affrontent précédemment un être qui modifie les précédemment dans Rick et Morty, en rajoutant des intrigues qu'on n'a jamais vues dans la série, c'est-à-dire Summer enceinte, ou Bess accusée d'avoir tué son mari, ou même le mariage entre Rick et Morty. Donc précédemment rajoute ces intrigues, et du coup Rick et Morty le pourchassent pour l'en empêcher. Alors, d'un côté, j'ai beaucoup aimé cet épisode, tellement là, c'est même pas, il brise le quatrième mur en jouant avec les tropes et les règles de la narration. C'est que là, directement, Rick et Morty affrontent en personne les tropes et les procédés de narration. Ils affrontent une équipe de super vilains constituée du twist, du faux raccord et j'en passe. Enfin vraiment tous les tropes célèbres. Et font face à tous les éléments des intrigues qui emmerdent les personnages et les ralentissent dans leur évolution. Donc voilà, c'était vraiment fun, mais après je trouve ça quand même bah voilà, après j'ai pas non plus kiffé, juste parce que j'ai pas kiffé, parce que toute l'intrigue après avec le super vilain qui cherche une motivation. Alors c'est une bonne critique des blockbusters actuels, parce que effectivement maintenant absolument tous les méchants, même les plus manichéens, ont besoin d'avoir une motivation pour faire ce qu'ils font, parce que il faut justifier au public qu'un connard est un connard, parce que ils ne veulent pas reconnaître que le mal existe, et qu'un méchant surtout dans le cinéma,
peut être un méchant juste pour être un méchant. Et du coup, là, le super vilain, comme il n'a pas de motivation, sa motivation, c'est d'avoir la motivation. Et là, on te dit, c'est nul, c'est faussement intellectuel et c'est juste pourri. Et c'est vrai. Donc voilà, c'était vraiment amusant. Moi qui suis très intéressée par les tropes et les procédés de narration dans l'écriture d'une histoire, forcément pour moi ça a été très amusant. Mais voilà, après ça m'a pas non plus passionné, mais c'était quand même un épisode très sympa. Alors là, on entre dans le top 5 et c'est-à-dire que là maintenant tous les épisodes que j'ai vus, c'est que je les ai vraiment kiffés et que je leur trouve très peu de défauts. Donc, numéro 5, Desmitation finale. Donc c'est un épisode où Jerry, en lisant des biscuits chinois, est horrifié parce qu'il apprend qu'il va coucher avec sa mère. Et comme il y croit, il convainc Rick de mener l'enquête pour savoir si cette prédiction se réalisera, et il se rend compte qu'il y a toute une histoire de trafic, et que effectivement toutes les prédictions inscrites dans les biscuits chinois sont forcées de se réaliser. Donc s'ils n'agissent pas avant qu'il ne soit trop tard, Jerry va coucher malgré lui avec sa mère. Donc déjà on a le contexte. Évidemment, on retrouve l'absurde et l'obscénité de Rick et Morty, c'est-à-dire Jerry qui au début est terrifié parce que avec sa bêtise habituelle, il croit à une prédiction qui lui dit qu'il va coucher avec sa mère. Il se demande jamais si c'est pas des conneries, il y croit. Et c'est d'autant plus drôle quand on se dit que en fait cette connerie c'était vrai, et du coup Jerry est en mode oh merde, il faut faire quelque chose sinon je vais être obligé de coucher avec ma mère. Donc d'un côté c'est vraiment très drôle, aussi évidemment le fait que il suffise de bouffer un biscuit chinois et d'en lire la prédiction pour que cette prédiction se réalise. Forcément ça devient fun, parce que du coup d'ailleurs quand Rick se met à affronter les soldats de l'usine, ceux-ci se mettent à bouffer des biscuits pour se donner une force et une caractéristique qui les rendent intouchables, et ce qui crée des moments de violence décomplexés hyper drôle, bien à la sauce de Rick et Morty. C'est-à-dire, il y en a un, il est immortel, au début il croit que c'est fun, mais en fait pas du tout. Rick se met à le tabasser, et il souffre énormément naturellement parce qu'il se prend des tirs et tout, mais il n'arrive pas à crever. Donc il souffre énormément mais il ne crève pas. Et il y en a un autre, il reste collé à des murs, mais quand un portail se forme, tout le monde commence à être aspiré à ce portail, sauf lui parce qu'évidemment il est collé au mur, mais néanmoins tout son corps se détache et attiré par le portail, et du coup il reste plus que ses organes qui restent accrochés au mur. Donc voilà, c'est vraiment la violence décomplexée et fun à la sauce de Rick et Morty, ajoutée à l'obscénité volontairement débile de Jerry qui va se retrouver à coucher avec sa mère, comme dans la saison 5, t'as eu Morty qui a indirectement eu un gosse avec Summer, et j'en passe. Donc voilà, c'était vraiment j'ai eu un kiff total, tellement là voilà, ils hésitent pas, ils y vont tellement à fond, ils y vont toujours vraiment à fond, ils se gênent pas, ils ont pas de limite, ça m'a vraiment fait rire. C'est vraiment l'humour graveleux à la violence décomplexée de Rick et Morty que j'aime. J'ai vraiment adoré. Numéro 4, les Rick Valiers du roi Morture. Donc Morty rejoint l'ordre des Chevaliers du Soleil, des chevaliers qui régissent le soleil. Et au début pour lui c'est hyper cool, mais quand il apprend qu'il va être obligé de se couper le pénis
pour rejoindre l'ordre, bah forcément il en a plus trop envie, du coup il fait tout pour se barrer, mais les chevaliers le poursuivent et ça va déclencher une guerre entre les systèmes planétaires, c'est-à-dire Saturne, Vénus, Mars et toutes les autres habitants des autres planètes. Donc encore une fois, on a un thème volontairement ridicule. C'est-à-dire, on te sort toute une histoire de chevalier badass, tout un ordre, tout un nouvel univers, toute une organisation des différentes planètes. Mais ces planètes vont rentrer dans une guerre, rentrer pour la première fois en guerre, parce que Morty, leur nouveau roi, a refusé de se couper le pénis. Donc voilà, forcément, comme je vous l'ai dit, l'humour, la violence décomplexée, l'humour et la bêtise volontaire et toutes les références sexuelles volontairement nulles de Rick et Morty, ça me fait toujours taper des barres. Donc cet épisode-là n'a pas échappé à la règle. Je me suis toujours vraiment bien marré. Surtout que à la fin, on a la meilleure fin qui soit, parce que la guerre est finie, d'accord, c'est une bonne nouvelle. Mais les chevaliers du soleil n'auront plus à se couper le pénis. Ça, c'est quand même le plus important. Donc voilà, c'était très drôle. Et enfin, c'était vraiment le seul épisode où j'étais vraiment content, parce que on te montrait que Rick avait maintenu son évolution de la saison 5. C'est-à-dire que dans cet épisode, il prend la décision d'être 22% plus cool avec Morty. Alors, même si dans l'épisode suivant, on découvrira que c'était en fait un robot qu'il avait construit pour être 22% plus cool, bah voilà, déjà il avait créé cette initiative. D'accord, il avait pas créé vraiment un robot pour qu'il soit plus gentil avec Morty que lui. Il avait créé un robot pour occuper Morty, pendant que lui continuait ses recherches pour retrouver le Rick suprême. Donc voilà, évidemment, c'est pas de la gentillesse pure, mais au moins il a fait l'effort de lui créer un robot gentil qui a dû lui demander du travail, alors qu'il aurait pu se contenter juste de créer un robot qui aurait été une copie conforme de lui-même. Donc voilà, c'était touchant, et c'était toujours aussi fun, une guerre entre les différentes planètes qui tourne autour du fait que le roi n'est pas osé se couper la bite. Et d'ailleurs, la fin, quand la paix est rétablie uniquement à condition que Morty se coupe la bite, les habitants de Vénus, pour être sûr que c'est bien sa bite que Morty coupe, veulent le faire passer à plein de détecteurs. Et comme Morty a une prothèse, parce qu'évidemment il n'avait pas coupé sa bite, du coup il y a un suspense. Et le plus drôle, c'est que sur le moment, pour moi, c'était vraiment un suspense. Enfin, j'étais vraiment tendu en mode merde, ils vont se rendre compte que c'est pas sa bite. Donc voilà, il y a vraiment que Rick et Morty qui arrive à me créer des émotions sur des trucs aussi ridicules. Voilà, vraiment, c'était un kiff total. Numéro 3, le père Rick Noël est une morsure. Alors, donc cet épisode, c'est le dernier épisode de la saison 6. Dans cet épisode, Rick est extrêmement gentil avec les Smiths, jusqu'à ce que malheureusement Morty découvre que, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un robot programmé par Rick, qui s'appelle Roborick. Voilà, ils sont pas trop fait chier sur le nom. Et doivent affronter ensemble une menace, parce que le sabre laser que Roborick a offert à Morty
s'enfonce dans le sol et menace de toucher le noyau de la Terre, dans un épisode qui nous confirme que le président est bel et bien un connard. Donc voilà, c'était vraiment un bon épisode. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un personnage aussi naturellement attachant que Roborick, parce que forcément il est programmé pour, mais c'est la version la plus gentille de Rick qu'on ait vu à ce jour avec Rick Landouille. Je sais que c'est pas Rick Landouille, mais c'est comme ça qu'on le reconnaît, malheureusement. Donc et ça fait réfléchir de se dire qu'il est que 22% plus gentil que le Rick original. Donc en y réfléchissant, on se rend compte que s'il faisait des efforts, Rick pourrait facilement être beaucoup plus gentil qu'il ne l'est. Donc voilà, c'était un épisode bizarrement touchant, même si je suis pas d'accord avec ceux qui disent sur Star Wars. C'était vraiment un bon épisode. Roborick, comme je vous l'ai dit, m'a beaucoup touché. Après, comme dans la dernière saison, la saison 5, la fin était absolument épique. J'avais oublié que dans Rick et Morty, à part quelques exceptions, comme la saison 2 et justement la saison 5, les fins sont jamais des fins particulièrement ouf. Et là, ça n'échappe pas à la règle, ça tease surtout la saison 7, où donc Rick et Morty vont partir ensemble à la recherche du Rick suprême. Par contre, j'espère qu'ils changeront de nom, parce que entre Evil Morty et Rick suprême, ça fait quand même titre hyper cliché. Donc voilà. Voilà, c'était vraiment un bon épisode de fin. Comme je l'ai dit, Roborick était très attachant. C'était un bon moment, c'était une bonne fin. Et évidemment, ça me donne tellement envie de voir la suite. Parce que là, je vous le dis, hein, je viens tout juste de terminer la saison 6 au moment où je fais cette vidéo. Et j'en ai déjà marre d'attendre la saison 7. Alors que la saison 6 est sortie l'an dernier et que la saison 7 est toujours pas achevée, j'ai déjà trop envie de la voir. Donc j'ai vraiment hâte que la saison 7 sorte. Bref. Numéro 2. Famille nocturne. Donc c'est un épisode où grâce à Rick, les Smiths font créer en quelque sorte des avatars d'eux-mêmes nocturnes qui font tous les exercices durs et les tâches chiantes la nuit, pendant que les Smiths originels, eux, se reposent. Mais dirigés par Summer Nocturne, une nuit, les Smiths nocturnes décident donc de se rebeller. Donc déjà le concept il me plaisait beaucoup, montrer des avatars des Smiths faire toutes les tâches chiantes pendant la nuit, c'était vraiment une idée bien originale. Donc voilà, il y avait vraiment de l'imagination et j'ai vraiment apprécié cet épisode parce que on avait un méchant qui était étrangement vraiment badass en la personne de Summer Nocturne et vraiment j'ai kiffé montrer les Smiths face à leurs homologues nocturnes dirigés par Summer Nocturne, ce qui montre que effectivement s'il y avait pas Rick, ce serait sûrement Summer qui dirige les Smiths, parce que c'est vraiment celle qui tient le plus de son grand-père en termes de superficialité et de cruauté.
C'était intéressant de voir ça. C'était aussi intéressant le Jerry Nocturne qui devient gentil dans l'histoire. Voilà, c'était vraiment marrant, hyper distrayant et très bien fait. Et du coup, le numéro 1, De mal en pisse. Alors, je sais qu'avec un titre pareil, c'est difficile de penser que l'épisode est vraiment brillant, mais il l'est. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est peut-être l'épisode de Rick et Morty où Rick m'a le plus touché. Parce que, en gros, dans l'histoire, Rick en a marre d'être tout le temps pourchassé par des super vilains, sans aucune raison. Et du coup, sous le conseil de Madame Wong, donc la psy de la famille, il décide d'ignorer les super vilains. Et du coup, mais Jerry, lui, se charge de les affronter à sa place. Et du coup, il devient un super héros. Mais Rick, même si au début il est jaloux que son gendre devienne un héros, tandis que lui continue de se faire harceler par des super vilains, finalement il continue de les ignorer. Et il devient de plus en plus heureux. Et il devient de plus en plus heureux grâce à ça. Quand il découvre que le roi de Lapis, donc un de ses ennemis que Jerry avait humilié, s'est suicidé tellement il souffrait, de la moquerie médiatique qu'il a reçue sur les réseaux sociaux après son humiliation par Jerry. Quand il découvre donc que le roi de Lapis s'est suicidé, alors que c'était un ennemi qu'il détestait, quand il se rend compte qu'il a une fille qui souffre beaucoup de son absence, du coup, il prend le costume du roi de Lapis et devient un héros en son nom, alors qu'il n'a aucun motif de le faire. Et même à la fin, quand les Smiths se rendent compte que sous l'identité du roi de Lapis, il est devenu un meilleur héros que Jerry, décrédibilisant donc ce dernier, il sait qu'ils vont lui en vouloir quand ils s'en rendront compte, parce que forcément, à cause de lui, Jerry ne sera plus le même héros qu'il était et redeviendra la sous-merde qu'il est, parce que ça montre aussi dans cet épisode l'égoïsme habituel de Jerry, qui n'est vraiment un héros que quand ça a ses avantages. Épisode intéressant qui nous rappelle aussi à quel point Jerry est prêt à n'importe quoi pour avoir l'impression d'être aimé. Et vraiment, c'était un épisode ultra touchant, montrer Rick qui, en voyant la tristesse de la fille d'un de ses ennemis, fait de cet ennemi un héros. Ça nous montre déjà que le point où Rick peut se montrer le plus humain, c'est vis-à-vis des enfants. Parce qu'il n'a pas envie que les enfants souffrent autant à cause de leurs parents, comme Bess a souffert à cause de lui. Et du coup, alors qu'il déteste le roi de Lapis, il devient un héros pour lui, ce qui fait la fierté de sa fille. Et vraiment, moi, j'étais vraiment émue tellement c'était beau. Je sais que forcément, ça peut pas durer parce que ce que les gens aiment chez Rick, son caractère autodestructeur et sa méchanceté. Mais moi, voir Rick vraiment gentil, qui faisait quelque chose de bien, il ne faisait même pas quelque chose de bien pour Morty ou pour quelqu'un qui l'aimait, il faisait quelque chose de bien juste pour faire quelque chose de bien. Et ça, franchement, j'ai adoré. C'est un des épisodes qui m'a le plus touché. Les personnages restent fidèles à eux-mêmes. Jerry reste fidèle à la sous-merde qu'il est. On montre à quel point les réseaux sociaux peuvent détruire des vies, notamment en menant le roi de Lapis au suicide. Et c'est vraiment brillant. Et c'est vraiment cet épisode qui me rappelle pourquoi je kiffe Rick et Morty. Parce qu'au-delà du rire sur l'humour graveleux et la violence décomplexée, ça arrive aussi beaucoup plus à te faire... Ça arrive aussi par moments à me faire beaucoup plus pleurer, à beaucoup plus me toucher que certains films hollywoodiens. Et c'est pour cette raison que cet épisode est mon épisode de toute la saison 6 de Rick et Morty confondue.
Donc, bilan de tout ça, j'ai beaucoup aimé la saison 6 de Rick et Morty, comme j'ai beaucoup aimé toutes les saisons dans son ensemble. Comme je vous l'ai dit au début, j'étais un peu déçu du délai qu'ils avaient mis en place dans la saison 5. Mais malgré tout, j'ai toujours confiance en eux. Alors, par contre, vu que la saison 7 est inachevée, j'espère vraiment qu'ils vont faire revenir Justin Roiland. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il a été viré de l'équipe après des accusations de violence conjugale. Mais ces violences ont été complètement démenties. Donc s'il vous plaît les gens, s'il vous plaît Adult Swim, ne nous faites pas un Johnny Depp bis. Déjà arrêtez de virer quelqu'un, même quand ça n'a pas été prouvé qu'il était coupable. Et s'il vous plaît, juste faites-le revenir, parce que il est la voix de Rick, il est la voix de Morty et de plein d'autres personnages. Et c'est une voix juste géniale. Et la touche qu'il apporte à Rick et Morty est indispensable pour l'essence de la série. Donc s'il vous plaît, si vous faites revenir Justin Roiland, la saison 7 ne pourra être qu'excellente. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis. À bientôt les amis. Portez-vous bien. Hâte de découvrir la saison 7 de Rick et Morty. Hâte de voir ce que ça donnera. J'espère que ce sera aussi brillant que tout ce qu'ils nous ont habitués jusque-là. À bientôt. Prenez soin de vous. Salut.